À 87 ans, Claudia Cardinal mène une existence qui transcende les rêves les plus fous qu'une jeune fille née à Tunis aurait pu nourrir. Son regard intense, qui a captivé des générations de spectateurs, et sa présence charismatique sur grand écran ont fait d'elle une légende vivante. Pourtant, loin des projecteurs, elle a façonné une vie riche de sens, partagée entre ses proches, ses passions culturelles et un domaine en France où elle savoure un luxe empreint de simplicité et de raffinement. Son parcours ne se limite pas à sa gloire cinématographique ou à son statut d'icône mondiale. Il raconte aussi comment elle a bâti un univers où l'histoire, la famille et l'art s'entrelacent pour créer un héritage durable. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'intimité de cette actrice légendaire, explorant la manière dont elle vit ses années dorées, entre une demeure chargée d'histoire et une fortune qui suscite autant de fascination que de mystère. Si vous appréciez ce genre d'histoires inspirantes, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres portraits de figures emblématiques et de laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Claudia Cardinal a choisi de s'installer à Nemours, une petite ville paisible de Seine-et-Marne, en France, où elle réside depuis de nombreuses années. Ce n'est pas une résidence banale qu'elle a élue pour domicile, mais une propriété au passé riche, un bâtiment qui, au XVIIIe siècle, servait de tannerie avant de devenir un refuge pour les prêtres, puis de passer aux mains d'une famille influente de la région. Lorsqu'elle a découvert cet endroit avec sa fille, Claudia Schittieri, l'émotion fut immédiate. Dans une interview accordée à un magazine français, sa fille a raconté comment elle cherchait à l'origine une maison modeste, mais sont tombés sous le charme de cette bâtisse majestueuse, dissimulée derrière des grilles en fer forgé et une végétation luxuriante. Ce fut un coup de cœur instantané, un lieu qui semblait attendre leur arrivée pour renaître. Cette demeure historique, avec ses murs imprégnés d'histoire passée, offre un cadre idéal pour une femme comme Claudia, qui a toujours su mêler son héritage personnel à des projets plus vastes. Le domaine, entouré de jardins verdoyants et de sentiers ombragés, évoque un havre de paix où le temps semble suspendu, loin du tumulte des grandes villes. C'est ici qu'elle trouve l'équilibre entre introspection et engagement social, un aspect souvent méconnu de sa personnalité. Cette demeure, bien plus qu'un simple lieu de vie, est devenue un véritable projet de cœur pour Claudia Cardinal et sa fille. Ensemble, elles ont transformé cette propriété historique en un espace vibrant, dédié à la culture et à la créativité. Le domaine abrite désormais la Fondation Claudia Cardinal, une organisation qui soutient les arts, avec un accent particulier sur les femmes artistes. Ce n'est pas seulement une maison familiale, mais un lieu où l'on célèbre l'art sous toutes ses formes. Des expositions y sont organisées, des résidences d'artistes accueillent des créateurs en quête d'inspiration, et un restaurant, le Picardo, ajoute une touche de convivialité à l'ensemble. Ce restaurant, dirigé par le chef brésilien Thiago Alves, marie avec audace les saveurs italiennes et françaises, en s'appuyant sur des produits frais importés d'Italie et des ingrédients locaux soigneusement sélectionnés. Le menu, renouvelé chaque mois, reflète l'amour de Claudia pour l'innovation et son désir de faire vivre ce lieu comme un espace de partage et d'échange. Imaginez des plats où les pâtes al dente rencontrent des fromages affinés de la région, ou des desserts inspirés des traditions siciliennes revisitées avec une touche moderne. C'est un endroit où les convives peuvent non seulement se régaler, mais aussi discuter d'art, de cinéma et de société, dans une atmosphère chaleureuse qui rappelle les dîners familiaux italiens. Claudia Cardinal, malgré son âge avancé, reste une figure centrale dans la gestion de ce domaine. Elle ne se contente pas d'être une figure symbolique, elle s'implique activement, participant même aux courses pour approvisionner le restaurant en produits frais. Sa fille a souvent souligné l'énergie et l'engagement de sa mère, qui vit sur place toute l'année et veille à ce que chaque projet lié à la propriété reflète ses valeurs. Cette implication révèle une facette moins connue de l'actrice, loin des paillettes et des tapis rouges. C'est une femme qui, à 87 ans, continue de créer, de nourrir des projets et de rester connectée à son entourage. La maison de Nemours est bien plus qu'une résidence. Elle incarne un équilibre parfait entre histoire, art et famille, un lieu où Claudia Cardinal conjugue son passé de star internationale avec une vie privée empreinte de dignité et de sens. En 2025, ce domaine continue d'évoluer, avec des événements culturels qui attirent des visiteurs de toute l'Europe, renforçant son rôle comme un pont entre les générations d'artistes. Son parcours est jalonné de distinctions prestigieuses, un Lion d'Or à Venise en 1993 pour l'ensemble de sa carrière, un Ours d'Or d'honneur à Berlin en 2002, la Légion d'honneur en France en 2008, et même le Grand Cordon de l'Ordre national du mérite en Tunisie, son pays natal, en 2009. Ces récompenses témoignent de son influence mondiale, mais son véritable héritage ne se trouve pas dans les vitrines remplies de trophées. Il réside dans les murs de sa demeure à Nemours, où l'art prospère, où les jeunes générations trouvent de l'inspiration,
et où elle a su créer un espace qui reflète ses valeurs les plus profondes. La Fondation, en particulier, met l'accent sur le soutien aux femmes créatrices, un engagement qui fait écho à sa propre vie, marquée par une indépendance farouche dans un milieu dominé par les hommes. Si vous êtes touché par cette histoire de passion et de résilience, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres récits sur des figures qui ont marqué leur époque. Laissez aussi un commentaire pour nous dire ce que vous inspire la vie de Claudia Cardinal. La question de la fortune de Claudia Cardinal a toujours fasciné le public et les médias. Les estimations varient, oscillant entre des chiffres réalistes et des spéculations dignes des contes de fées. D'un côté, des sources fiables évaluent sa richesse à environ 10 millions de dollars, un montant accumulé grâce à une carrière de plusieurs décennies dans le cinéma européen, ponctuée de quelques incursions à Hollywood. De l'autre, des rapports plus sensationnalistes, comme ceux publiés par certains magazines, évoquent une fortune colossale de 145 millions d'euros, alimentée par des investissements, des entreprises et des contrats publicitaires juteux. La réalité, comme souvent, se trouve probablement entre ces deux extrêmes, mais les analyses récentes en 2025 confirment une estimation plus modeste autour des 10 millions de dollars, issue de ses cachets cinématographiques et de ses investissements prudents. Cette somme, bien que substantielle, reflète une carrière axée sur l'art plutôt que sur le commerce pur. Dans les années 1960 et 1970, Claudia Cardinal était l'une des actrices les mieux payées d'Europe. Ses rôles dans des chefs-d'œuvre comme Le Guépard de Luchino Visconti, 8 et demi de Federico Fellini ou Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone ont non seulement consolidé son statut d'icône, mais lui ont aussi permis de négocier des cachets conséquents. Cependant, contrairement à certaines de ses contemporaines comme Sophia Loren, elle n'a jamais pleinement embrassé le système hollywoodien, qui promettait des contrats faramineux et des revenus résiduels à long terme. Elle a joué dans des productions américaines comme La Panthère Rose avec Peter Sellers ou Les Professionnels avec Burt Lancaster, mais a toujours préféré retourner en Europe, privilégiant l'indépendance artistique à la gloire commerciale. Ce choix, bien qu'il ait préservé son authenticité, a limité ses gains par rapport à ceux des stars hollywoodiennes de l'époque. Par exemple, dans La Panthère Rose, son rôle de princesse Dalla, une aristocrate élégante, lui a apporté une visibilité internationale, mais sans les royalties massives associées au blockbuster actuel. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 150 films, lui a néanmoins assuré une stabilité financière enviable. Grâce à une gestion prudente de ses revenus, elle a bâti une fortune estimée de manière réaliste à une dizaine de millions de dollars. Les rumeurs d'une richesse atteignant 150 millions d'euros semblent, en revanche, largement exagérées. Certaines histoires, relayées par la presse à sensation, parlent d'une chaîne de restaurants à Rome nommée Chez la Grosse Claudia, d'un club de football à Tunis ou encore d'une ligne de vêtements appelée Cardinal Séduction, accompagnée d'un parfum L'eau de Claudia. Ces anecdotes, aussi amusantes soient-elles, relèvent plus de la fable que de la réalité. Une autre rumeur évoque un contrat publicitaire massif avec une marque de cosmétiques comme CoverGirl, qui aurait rapporté des millions en royalties. Bien que Claudia Cardinal ait collaboré avec des marques prestigieuses au fil de sa carrière, aucune preuve concrète ne corrobore l'existence d'un tel partenariat. En 2025, ces spéculations persistent dans certains vidéos YouTube et articles en ligne, mais elles sont souvent démenties par des sources plus sérieuses. Ces spéculations sur sa fortune reflètent une fascination plus large pour les stars de l'âge d'or du cinéma, souvent perçues comme des figures vivant dans une opulence digne de royaumes imaginaires. Pourtant, Claudia Cardinal elle-même a toujours abordé ces chiffres avec une certaine humilité, parfois avec amusement. Ce qui est indéniable, c'est l'admiration qu'elle suscite, non seulement pour son talent, mais aussi pour la manière dont elle a su construire une vie stable et confortable. Si vous trouvez ces histoires fascinantes, abonnez-vous pour explorer d'autres récits sur les légendes du cinéma, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ces mythes autour de la richesse des stars. Née le 15 avril 1938 à La Goulette, un quartier de Tunis en Tunisie française, sous le nom de Claude Joséphine Rose Cardinal, elle est issue d'une famille d'immigrés siciliens. Son père, Francesco Cardinal, était ouvrier des chemins de fer, originaire de Gela en Sicile, tandis que sa mère, Yolande Greco, venait d'une famille sicilienne installée en Tripolitaine italienne, où il possédait une petite entreprise de construction navale. La famille s'installe à La Goulette, une communauté italienne dynamique, où Claudia grandit en parlant français à l'école, arabe tunisien dans la rue et dialecte sicilien à la maison. Elle n'apprend l'italien que plus tard, lors de ses débuts au cinéma. Éduquée à l'école Saint-Joseph de l'Apparition de Carthage avec sa sœur cadette Blanche, puis à l'école Paul Cambon, elle envisageait de devenir enseignante. Adolescente, elle était décrite comme silencieuse, étrange et sauvage.
fascinée par Brigitte Bardot, star du film Et Dieu créa la femme en 1956. Cette admiration pour Bardot, avec son charisme naturel et sa liberté, influencera sans doute son propre style d'actrice, mêlant sensualité et force intérieure. Son entrée dans le cinéma fut presque fortuite. En 1957, à 19 ans, elle remporte le concours de la plus belle italienne de Tunisie, qui lui offre un voyage en Italie et attire l'attention des producteurs. Ce prix marque le début d'une carrière fulgurante, sous la tutelle du producteur Franco Cristaldi, qu'elle épousera en 1966, jusqu'en 1975. Son premier rôle mineur est dans Goa, 1958, face à Omar Sharif, un film qui la lance dans le monde du 7e article. Rapidement, après seulement 2 mois de cours de comédie au Centro Sperimental de Rome, elle signe un contrat de 7 ans avec un grand studio italien, propulsant son ascension. Dans les années 1960, elle devient une figure incontournable du cinéma européen. Ses performances dans Rocco et ses frères, 1960, de Visconti, où elle joue Ginetta, la fiancée fidèle dans un drame familial intense, révèlent une actrice capable d'allier intensité dramatique et charisme naturel. Ce film, explorant les thèmes de la migration, de la pauvreté et des conflits fraternels, lui permet de briller aux côtés d'Alain Delon et Renato Salvatori, marquant son entrée dans le néoréalisme italien. En 1961, La fille à la valise de Valerio Zurlini la propulse au rang de star, dans le rôle d'Eda, une chanteuse de nightclub et jeune mère en quête d'amour, un personnage nuancé qui lui vaut des éloges pour sa profondeur émotionnelle. Le film, traitant de solitude et de désir, capture son regard perçant et sa vulnérabilité, des atouts qui deviendront sa signature. En 1962, Cartouche avec Jean-Paul Belmondo la fait connaître en France, où elle incarne Vénus dans une aventure du XVIIIe siècle pleine d'action et de romance. Puis, en 1963, elle atteint un sommet avec 2 films majeurs, 8 et demi de Fellini, où elle joue une actrice de cinéma énigmatique, muse du réalisateur tourmenté par Marcello Mastroianni, et Le Guépard, où elle est Angelica, la belle villageoise qui épouse un prince, face à Burt Lancaster et Alain Delon. Dans 8 et demi, pour la première fois, elle utilise sa propre voix, sans doublage, ajoutant une authenticité à son rôle dans ce chef-d'œuvre surréaliste sur la création artistique. Ce qui distingue Claudia Cardinal, c'est son refus de se plier aux attentes d'Hollywood. Malgré des propositions alléchantes, elle choisit de rester fidèle au cinéma d'auteur européen, collaborant avec des réalisateurs comme Sergio Leone, dont le western Il était une fois dans l'Ouest, 1968, lui offre l'un de ses rôles les plus mémorables, celui de Gilles M. Sébin, une ancienne prostituée résiliente et déterminée. Ce personnage, complexe et indépendant, incarne une féminité forte à une époque où les femmes étaient souvent reléguées à des rôles secondaires. Le film, avec sa bande-son iconique d'Ennio Morricone et ses plans épiques, reste une référence, et sa performance y est souvent citée comme l'une des plus marquantes du genre western. Elle y partage l'écran avec Henry Fonda et Charles Bronson, apportant une profondeur émotionnelle qui élève le récit. Au fil des décennies, Claudia Cardinal a construit une filmographie impressionnante, jouant dans près de 150 films et collaborant avec des cinéastes aussi variés que Blake Edwards, La Panthère Rose, 1963, où elle est la princesse Dalla, une figure élégante et espiègle. Werner Herzog, Fitzcarraldo, 1982, en tant que propriétaire de bordel finançant l'expédition de Klaus Kinski. Un rôle mêlant glamour et réalisme dans la jungle amazonienne, ou Mauro Bolognini. Elle a incarné une multitude de personnages, des aristocrates aux rebelles, des mères aux marginales, prouvant sa polyvalence et sa longévité. Dans les années 1970, elle était parmi les actrices les mieux payées d'Europe, et sa maîtrise de plusieurs langues lui permettait de briller dans des productions internationales. Ce succès financier, combiné à une gestion avisée, lui a assuré une sécurité qui lui permet aujourd'hui de vivre confortablement. Les distinctions qu'elle a reçues au fil des ans témoignent de son impact culturel. Outre les prix déjà mentionnés, elle a remporté le David di Donatello pour meilleure actrice pour Il Giorno della Civetta, 1968, et A Girl in Australia, 1971, ainsi que le Nastro d'Argento pour Claretta, 1984. En 2010, elle reçoit le prix de la meilleure actrice au Festival international du film d'Antalya pour Signora Enrica. Pourtant, elle n'a jamais couru après la gloire ou l'argent facile. Son indépendance vis-à-vis d'Hollywood, bien que coûteuse en termes de gains potentiels, lui a permis de rester fidèle à ses convictions artistiques. Même à 87 ans, elle continue de travailler, comme en témoigne son rôle dans L'île du pardon de Rida Bey en 2022, ou plus récemment dans Rogue City sur Netflix en 2020 et la mini-série suisse Bull. En 2025, bien qu'elle ait ralenti,
elle reste active dans des projets culturels et des rétrospectives de ses films, comme celle au Museum of Modern Art de New York en 2023, continue de célébrer son œuvre. Si vous êtes passionné par le cinéma et les parcours inspirants, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires sur les icônes du grand écran. Partagez vos films préférés de Claudia Cardinal dans les commentaires, ou dites-nous ce qui vous fascine dans sa carrière. Le luxe, dans l'imaginaire collectif, évoque souvent des villas extravagantes, des bijoux scintillants ou des voitures de sport rutilantes. Pour Claudia Cardinal, le luxe est plus subtil, ancré dans une élégance intemporelle et une vie riche de sens. Dans les années 1960, alors qu'elle devenait une star mondiale, elle adoptait déjà le style de vie d'une icône européenne. On la voyait au Festival de Cannes, Venise ou Berlin, toujours élégante, souvent accompagnée d'une voiture avec chauffeur, mais sans jamais tomber dans l'excès. Les automobiles, en particulier, faisaient partie de son image. Bien qu'elle n'ait jamais collectionné les voitures comme certaines célébrités, elle avait un penchant pour les modèles italiens classiques, comme les Alfa Romeo ou les Fiat, symboles d'élégance et de savoir-faire. Par exemple, dans les années 1960, elle était souvent photographiée au volant d'une Alfa Romeo Spider, un cabriolet iconique qui incarnait la Dolce Vita italienne. Au fil de sa carrière, Claudia Cardinal a investi dans des biens durables, comme l'immobilier, plutôt que de céder à la tentation des dépenses ostentatoires. Sa résidence à Nemours en est l'exemple parfait, une demeure historique qui allie charme ancien et fonctionnalité moderne. Ce n'est pas seulement une maison, mais un espace où elle cultive l'art, la famille et la communauté. Le restaurant Le Picardo, au sein du domaine, est un lieu où elle peut savourer une cuisine raffinée, mêlant produits italiens et locaux, tout en restant entourée de ceux qu'elle aime. Ce lieu, avec son menu changeant et son ambiance conviviale, incarne sa vision du luxe, un mélange de simplicité, de qualité et de partage. En 2025, le domaine accueille des événements comme des ateliers pour artistes émergents, renforçant son rôle culturel. Même à 87 ans, Claudia Cardinal reste impliquée dans la vie quotidienne de son domaine. Elle participe aux approvisionnements du restaurant, signe de son attachement à une vie active et connectée. Son style vestimentaire, lui aussi, reflète cette approche du luxe. Au cinéma, elle portait des créations de grands couturiers italiens, incarnant l'élégance sophistiquée des années 1960. Aujourd'hui, ses tenues restent intemporelles, jamais tapageuses, prouvant que le raffinement ne nécessite pas d'extravagance. Quant à ses moyens de transport, bien que les détails restent privés, on peut imaginer qu'elle privilégie des véhicules alliant confort et élégance, adaptés à ses trajets entre Nemours et Paris. Des rumeurs parlent d'une préférence pour des Mercedes classiques, mais rien n'est confirmé. Son mode de vie incarne un luxe réfléchi, loin des excès de certaines stars hollywoodiennes. C'est un équilibre entre glamour et stabilité, entre une carrière prestigieuse et une vie personnelle épanouie. À une époque où beaucoup de ses contemporaines se sont retirées, Claudia Cardinal continue de vivre avec passion, entourée d'art, d'histoire et de sa famille. Si cette vision du luxe vous inspire, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits sur des vies extraordinaires, et partagez vos pensées dans les commentaires. La véritable richesse de Claudia Cardinal ne se mesure pas uniquement en termes financiers. Oui, elle a accumulé une fortune suffisante pour vivre confortablement, posséder une propriété historique et profiter des fruits de son travail. Mais son trésor le plus précieux réside dans son héritage culturel. En plus de 6 décennies de carrière, elle a marqué le cinéma européen de son empreinte, collaborant avec des réalisateurs légendaires et laissant des performances inoubliables. Ses rôles dans Rocco et ses frères, Le Guépard, 8 et demi ou Il était une fois dans l'Ouest ont redéfini les standards du cinéma, prouvant qu'une actrice pouvait être à la fois glamour et puissante. Son impact va au-delà des écrans. À une époque où les femmes étaient souvent cantonnées à des rôles décoratifs, elle a incarné des personnages complexes, défiant les stéréotypes. Elle a montré qu'une actrice pouvait être respectée pour son talent et son intelligence, devenant un modèle pour les générations suivantes, comme pour les actrices contemporaines qui citent son indépendance. Ses nombreuses distinctions, du Lion d'Or à la Légion d'honneur, témoignent de son rôle de pont culturel entre l'Europe, l'Afrique et le monde. Depuis mars 2000, elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour la défense des droits des femmes, un engagement qui s'étend à des causes environnementales et sociales. Mais c'est peut-être dans son engagement actuel que son héritage brille le plus. Avec sa fondation à Nemours, elle soutient les artistes, en particulier les femmes, offrant un espace où la créativité peut s'épanouir. Chaque exposition, chaque résidence, chaque plat servi au Picardo prolonge son influence, assurant que son nom reste associé à l'avenir de l'art. Même à 87 ans,
Elle reste active, jouant encore au cinéma et s'impliquant dans sa communauté. En 2025, des articles récents, comme celui dans Monaco Voice, rappellent son parcours personnel, y compris des épreuves comme une rencontre non consentie à 17 ans qui a mené à la naissance de son fils Patrick, élevé initialement comme son frère pour protéger sa carrière naissante. Cette transparence sur ses défis personnels ajoute une couche d'humanité à son image d'icône. Sa vie personnelle est tout aussi riche. Mariée à Franco Cristaldi de 1966 à 1975, elle a ensuite partagé sa vie avec le réalisateur Pasquale Schittieri de 1975 jusqu'à sa mort en 2017, avec qui elle a eu sa fille Claudia. Son fils Patrick, né en 1958, a été élevé par sa sœur avant qu'elle ne révèle publiquement sa maternité en 1975. Ces éléments personnels, souvent gardés discrets, montrent une femme qui a navigué entre vie privée et publique avec grâce. En 2025, elle continue d'inspirer, avec des apparitions sporadiques et un engagement pour les droits des femmes, comme sur son compte Instagram où elle promeut la culture et l'ouverture d'esprit. Alors, quel est le véritable trésor de Claudia Cardinal? Ses films inoubliables, sa fortune discrète, ou l'héritage culturel qu'elle continue de bâtir? Partagez votre avis dans les commentaires, et si vous avez aimé cette plongée dans la vie d'une icône, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Votre soutien et vos retours font toute la différence. Pour approfondir encore, considérons l'influence de Claudia Cardinal sur le cinéma féminin. Dans les années 1960, une période où les actrices étaient souvent jugées sur leur apparence, elle s'est imposée comme une force intellectuelle et émotionnelle. Contrairement à Brigitte Bardot, qu'elle admirait, ou Sophia Loren, sa compatriote italienne, Claudia a apporté une sensualité plus introspective, un mélange de vulnérabilité et de résilience qui transparaît dans des rôles comme celui de Gilles dans Il était une fois dans l'Ouest. Ce film, tourné en Espagne et en Italie, avec ses duels tendus et ses paysages arides, met en valeur sa capacité à dominer l'écran sans paroles excessives, juste par son regard et sa posture. Les critiques de l'époque, et encore aujourd'hui, louent comment elle transforme un archétype féminin en une figure emblématique de l'Ouest américain revisité à l'italienne. Dans Fitzcarraldo, son rôle de Molly, la propriétaire de bordel ambitieuse, montre une maturité acquise avec l'âge. Tourné dans la jungle péruvienne sous la direction de Herzog, le film est célèbre pour ses défis logistiques comme le transport d'un bateau par-dessus une montagne, et Claudia y apporte une touche de glamour terre à accent grave-terre, contrastant avec la folie du personnage de Kinski. Ce projet, récompensé au Festival de Cannes, illustre sa volonté de prendre des risques artistiques, même tard dans sa carrière. Plus récemment, dans Signora Enrica, 2010, elle incarne une femme âgée italienne, un rôle qui lui vaut un prix et qui préfigure sa propre longévité. En 2020, Rogue City sur Netflix, un thriller français, la voit dans un rôle secondaire mais marquant, prouvant qu'à plus de 80 ans, elle reste pertinente dans l'ère du streaming. Son engagement philanthropique mérite aussi une attention particulière. En tant qu'ambassadrice UNESCO, elle a voyagé pour promouvoir l'éducation des filles et la lutte contre la violence faite aux femmes, s'inspirant de ses propres expériences en Tunisie et en Italie. La Fondation à Nemours n'est pas un caprice de retraité, c'est une extension de cet engagement, avec des programmes qui financent des bourses pour artistes femmes, des ateliers sur l'égalité des genres et des expositions thématiques. En 2025, avec le monde post-pandémie, elle a adapté ses initiatives à des formats hybrides, incluant des événements virtuels pour toucher un public mondial. Enfin, Claudia Cardinal incarne une certaine idée de la beauté intemporelle. Son visage, avec ses yeux expressifs et son sourire énigmatique, a inspiré des générations de photographes et de réalisateurs. Des portraits d'elle par des maîtres comme Cécile Bitton ou des apparitions dans des magazines comme Vogue soulignent comment elle a transcendé les modes. En comparaison avec d'autres icônes comme Audrey Hepburn ou Marilyn Monroe, Claudia représente une beauté méditerranéenne, ancrée dans la réalité, sans artifice excessif. Son style personnel, mélange de chic italien et de simplicité française, continue d'influencer la mode contemporaine. En conclusion, la vie de Claudia Cardinal est un tapestry riche de talents, de défis surmontés et de contributions durables. À 87 ans en 2025, elle reste une source d'inspiration, vivant entre Nemours et ses souvenirs de Tunis, Rome et Hollywood. Si cette enrichie exploration vous a captivé, abonnez-vous et commentez pour plus de contenus similaires.